Et si pour comprendre la grande histoire, il fallait s'intéresser aux objets? Ça peut paraître un peu étrange, je sais, mais prenez un simple fauteuil. Bon, pas n'importe lequel évidemment. Imaginez-le au cœur d'une des institutions les plus prestigieuses de France. Et là, tout à coup, il devient le témoin silencieux de siècles d'événements. Eh bien, c'est justement cette histoire qu'on va explorer ensemble. Alors suivons cette idée, elle est un peu folle j'avoue. Mais si ce fauteuil pouvait parler, qu'est-ce qu'il nous raconterait Il faut imaginer un peu toutes les passions, tous les drames, toutes les révolutions intellectuelles dont il était le témoin direct. Bon, pour planter le décor, notre histoire se passe donc à l'Académie française, l'institution fondée par Richelieu. Dedans, il y a 40 membres, qu'on surnomme les Immortels. Mais attention, ce ne sont pas eux, nos héros. Non, non. Notre protagoniste est bien plus durable. Il s'agit d'un fauteuil, le numéro 29. Et l'histoire de ce fauteuil, elle commence comment? Eh bien, comme toute grande saga, par un drame terrible même. Alors on s'accroche, parce que le tout premier chapitre est digne d'une tragédie grecque, vous allez voir. Alors, voilà notre tout premier occupant, Pierre Bardin. On est au XVIIe siècle. Et son entrée à l'Académie, et comment dire, ça commence très fort, avec un scandale carrément. Il accuse un autre futur académicien de plagiat. L'ambiance devait être électrique. Malgré cette sale histoire, Bardin est quand même élu. Et lors de son discours, il fait un plaidoyer vraiment passionné et il prononce ces mots. Ce qui est fascinant, c'est qu'il ne parle pas pour sa propre gloire, non, il parle pour une cause qui le dépasse. C'est en quelque sorte son testament moral. Et là, il y a un chiffre. Juste un. 8. C'est le nombre de jours qui sépare ce grand discours de la tragédie. Oui, 8 jours. 8 jours seulement après ce discours mémorable, le drame. Lors d'une baignade dans la Seine, son jeune élève est en train de se noyer. Bardin, dans un acte de bravoure ultime, se jette à l'eau pour le sauver. Il y parvient, mais lui se noie. Voilà comment commence l'histoire du fauteuil 29, dans le deuil et l'héroïsme. Après un début pareil, on pourrait croire que les choses vont se calmer. Eh bien, pas du tout. Le fauteuil ne va pas connaître la paix, bien au contraire. Il va devenir l'épicentre des plus grandes rivalités littéraires et culturelles de France. Tenez, par exemple, La Fontaine. Oui, le fabuliste. Il a brièvement occupé ce fauteuil. Et il s'est frité, mais alors violemment, avec celui qui lui a succédé, Philippe Quinault. La Fontaine a même écrit une satire si virulente que le nom de Quinault est presque devenu une insulte à l'époque. Le fauteuil a dû sentir les tensions. Et ce qui est fou, c'est que ces querelles d'ego, elles dépassaient largement les murs de l'Académie. Elles racontent les passions de toute une époque. Figurez-vous que juste avant la Révolution, Paris se déchirait, non pas pour la politique, mais pour l'opéra. Fallait choisir son camp. Soit on était gluckiste, pour le style français, soit picciniste, pour le style italien. Une véritable guerre culturelle, et notre fauteuil 29 était aux premières loges. Allez, on fait un bond dans le temps. Le fauteuil change d'époque et entre dans l'ère de la raison. Ses occupants ne sont plus seulement des poètes qui se chamaillent, mais des pionniers de la science, prêts à affronter les croyances les plus tenaces de leur temps. Au XIXe siècle, il y a une théorie un peu étrange qui a un succès fou, la phrénologie. L'idée, c'était qu'en vous palpant le crâne, on pouvait déceler vos prédispositions à être un criminel, un paresseux ou même un infidèle. Une pseudoscience, bien sûr, mais qui fascinait tout le monde. Forcément, face à ce phénomène, les autorités commencent à s'inquiéter et décident de lancer une enquête. Et à qui confie-t-elle cette mission? À l'occupant du fauteuil 29, bien sûr, le physiologiste Pierre Flourens. Grâce à une méthode scientifique très rigoureuse, il va complètement démonter la théorie. Depuis ce fauteuil, on assiste à une victoire éclatante de la science sur l'obscurantisme. Le fauteuil entre maintenant dans les turbulences du XXe siècle, et il s'apprête à accueillir l'un des penseurs les plus influents de l'époque. Un homme dont la vie va être complètement bouleversée par les tragédies de l'histoire. On est en 1940, la France est occupée. Un jeune professeur de philosophie, Claude Lévi-Strauss, rentre du Brésil. Et sans du tout mesurer l'ampleur du danger, il pense pouvoir tranquillement reprendre son poste dans un lycée à Paris, comme si de rien n'était. Il se rend donc à Vichy, la capitale du nouveau régime, pour obtenir une autorisation. Et là, la réponse d'un fonctionnaire le frappe comme un coup de tonnerre. Cette phrase, glaçante, lui fait prendre conscience de la réalité mortelle du régime antisémite qui est en train de s'installer. Lévi-Strauss l'a reconnu lui-même plus tard. Il était dans une inconscience totale, une naïveté qui aurait pu lui être fatale. Heureusement, grâce à des amis, il réussit à s'exiler aux États-Unis. Un exil qui va non seulement lui sauver la vie, mais aussi transformer sa pensée et faire de lui le père de l'anthropologie structurale. Quand on y pense, d'un poète qui se noie en héros à un philosophe qui fuit les nazis, en passant par des scientifiques et des rivaux littéraires, ce simple fauteuil a vu défiler 3 siècles et demi d'idées, de conflits et de génie français. C'est un véritable concentré de l'histoire intellectuelle du pays.
Et aujourd'hui, eh bien, le fauteuil 29 est occupé par l'écrivain Amin Maalouf, celui-là même qui a raconté toute cette histoire, ce qui nous amène à une question fascinante. Dans notre monde en pleine mutation, de quelle révolution, de quelle crise ce fauteuil est-il le témoin en ce moment même? Et finalement, quelle histoire racontera-t-il de notre époque dans 350 ans?